Notre invité vient juste d'arriver, 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Voilà, je le disais, notre invité vient juste d'arriver. Il s'agit de Jean-Marc Labbé. Il est maire de la Méogon dans les Côtes-d'Armor. Il est également vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Il est en charge de l'énergie et de la transition écologique. Et je crois même pouvoir ajouter que vous êtes vice-président du syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil. C'est exactement ça, et une autre casquette et qui est complémentaire, c'est président de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, à la fois de Saint-Brieuc, Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer, et bientôt, 1er janvier, l'EF Armor Communauté. Alors ça c'est important parce qu'on va parler évidemment d'énergie avec vous, Jean-Marc Labbé. Aujourd'hui on est sur une tension énergétique, on en parle beaucoup sur cette antenne, mais ça préoccupe évidemment les Bretons, les Bretonnes, plus largement les Français, même les Européens, dans ce contexte de guerre en Ukraine et de ralentissement de la production d'énergie ici en France. Comment ça se passe sur le terrain? On a des communes qui innovent. Je crois que la Méogon en fait partie. Alors vous le disiez, effectivement, la Bretagne a toujours été en tension énergétique puisque nous sommes une péninsule énergétique, c'est comme ça souvent qu'on nous qualifie. Et effectivement, depuis quelques années, il y a des communes, je pense à la commune du Méné par exemple, les communes, les ex-communes du Méné qui ont énormément travaillé pour essayer d'être un peu plus autonomes et vertueux aussi au niveau environnemental, au niveau de leur production d'énergie. Il y a toute la région du Trégor aussi, sur l'Agnon, Plouarette. Voilà, il y a eu beaucoup de communes qui sont... Ils se sont dit, on a une ressource sur notre territoire, le bois, comme nos anciens, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Entre autres du chauffage. Et c'est vrai que sur la commune de la Méogon, avec ma prédécesseur Armelle Botorel, on avait réfléchi à avoir justement une chaufferie bois, et nous avons aujourd'hui un réseau de chaleur qui nous permet de chauffer tous nos bâtiments publics et d'être beaucoup moins dépendants, on va dire, et tributaires du prix à la fois de l'électricité et du gaz pour chauffer nos bâtiments. Alors le prix de l'électricité, le prix du gaz, c'est la grande préoccupation des collectivités locales. On a parlé sur cette antenne avec quelques responsables, quelques élus locaux également. Aujourd'hui, comment arriver à maintenir un niveau de service dans une commune? On pense à l'éclairage par exemple, c'est un des postes importants pour une commune, mais à la fois faire des économies et ne pas trop dépenser. Alors, grande question, j'ai 4 heures, c'est ça? Pour disserter. Voilà. Alors l'équation est importante, voilà. Mais je vous laisserai aller un petit peu moins de 20 minutes. Non, voilà, non, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Il faut, si je reprends, nous, sur la Méogon, on a regardé aussi les économies d'énergie sur le prisme environnemental, en disant quel est l'impact de l'énergie, quel est l'impact de notre consommation d'énergie sur l'environnement. Et ça a été ça notre première aussi réflexion, entre la partie évidemment coût et environnement. Et sur l'éclairage public, par exemple, qui en est un, l'éclairage public a aussi un fort impact sur l'environnement, sur la biodiversité. C'est le deuxième facteur de dégradation de la biodiversité après les produits phytosanitaires. Beaucoup d'élus l'oublient. Et donc on s'est dit, on va réduire notre éclairage public, parce qu'on a un impact positif en le réduisant sur l'environnement et donc de fait sur la facture énergétique, et ce qui se prouve aujourd'hui davantage avec l'augmentation du coût de l'électricité. Voilà, on pourra rajouter que ça fait aussi plaisir aux astronomes amateurs qui ont un ciel plus joli et sans perturbation. Également, oui, parce que nous avons une jolie association d'astronomie à la Méogon. Ouais. Voilà, alors la transition est toute faite. On a ce problème, évidemment, cette équation difficile à résoudre entre environnement, coût de l'énergie et aussi de pouvoir continuer à vivre. Aujourd'hui, on a l'hiver qui s'annonce, alors espérons qu'il ne sera pas aussi important que l'a été l'été en termes de température. Comment arriver là aussi à, j'allais dire, convaincre? Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans un confort, on se dit, bon, voilà, on est bien. On voit que quand on parle d'économiser l'énergie, les gens sont tous d'accord, mais quand on demande de baisser un peu le radiateur, c'est déjà plus compliqué. Il y a un mot qui est revenu à la mode, c'est sobriété. Voilà, sobriété. Voilà, il revient sur le haut du panier depuis quelques semaines. La sobriété, voilà, je pense que c'est aussi un axe de développement que doivent avoir beaucoup de politiques, beaucoup de maires de communes. Et quand on réalise des travaux, il faut toujours penser fonctionnement. Le patrimoine des communes dans les années 90-2000 a augmenté avec des salles des fêtes, avec des salles des associations.
et parfois au détriment de la qualité technique du bâtiment et d'isolation. À l'époque, on ne prenait pas ça en compte finalement. On ne prenait pas ça en compte parce que l'électricité était pas chère. Et effectivement, les communes qui le prenaient déjà en compte, parce que justement cette approche environnementale des choses en disant l'électricité, enfin du moins l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est quand même l'énergie qui coûte la moins chère. Et avec cette approche environnementale, aujourd'hui, toutes ces communes qui ont eu cette volonté d'innover ou du moins d'être raisonnables, s'y retrouvent sur la facture aujourd'hui. Il y a des échanges, j'imagine, d'expériences entre les élus, alors que ce soit les maires ou les responsables d'ADLO. Il y a des échanges d'expériences et des fois il faut convaincre aussi entre collègues, entre confrères. Oui, il y a des échanges. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'ALEC, par exemple, qui est un formidable lieu d'échange, justement, où on a des rencontres techniques entre les services techniques des différentes EPCI et différentes communes, et également les élus. Donc, on appelle ça les CEP, les conseils en énergie partagée, donc pour l'amélioration du bâtiment des communes, on va dire ça comme ça. Il y a un autre réseau qui s'appelle Bruded. Bruded, c'est un réseau qui existe en Bretagne à 5, justement, ça s'invente pas, et qui est un réseau d'interconnexion de communes rurales à la base, mais aujourd'hui nous avons Rennes Métropole qui est aussi dans ce giron-là. On a des grandes collectivités qui sont aussi dans ce giron et qui viennent partager, échanger leur expérience en disant voilà, j'ai fait ça, ça fonctionne bien, voilà, vous pouvez le reproduire aussi chez vous. Et puis par contre, il y a des choses aussi qui ne fonctionnent pas et on le dit. Donc c'est bien cet échange-là dans ce réseau d'associations est très bien. Alors il y a cette solidarité qui est souvent réclamée par les communes rurales qui disent oui, si on envoie toute l'électricité vers la ville, par exemple, alors on parle beaucoup de possibles coupures d'énergie, d'électricité en l'occurrence cet hiver, est-ce qu'il faut veiller là aussi à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre sur les territoires en matière de fourniture énergétique ? Alors ça, c'est la grande question justement entre les pôles urbains et la ruralité. La ruralité, on s'aperçoit aussi que entre nous, on a très vite, quand on quitte Saint-Brieuc, voilà, on a quitté aussi le pôle urbain et on se retrouve dans des zones d'activité, dans des zones commerciales. Est-ce qu'il faut pour autant que les entreprises réduisent leur activité alors qu'elles ont déjà des difficultés au quotidien? On le voit dans quelques zones en France, on voit dans le nord de la France, entre autres, des entreprises qui ont choisi, alors là c'est par rapport au coût de l'énergie, de carrément arrêter leur production pour essayer de passer la crise. Oui, c'est dramatique pour d'une part ces entreprises, parce que à la sortie de la Covid, plus rajouter ça, c'est vrai que l'équation elle peut être très compliquée, mais pour autant c'est vrai que aujourd'hui je pense qu'il doit y avoir des mesures pour accompagner les entreprises, regarder comment on peut les aider à baisser leur facture énergétique. Alors à Saint-Brieuc-Armand Agglomération, on a ce qu'on appelle le code ENR, donc c'est un dispositif où on aide des entreprises via l'ADEME, où on leur offre la possibilité de financer leur audit énergétique de leur on va dire structure, pour pouvoir mettre par exemple une chaufferie bois ou aller sur un réseau de chaleur. Donc c'est des choses que par exemple la collectivité aussi, on aide les entreprises, on est derrière. Alors ça nous fait tous collectivement repenser que la nature est là, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, le climat c'est aujourd'hui une réalité, ce réchauffement climatique, et puis il y a les coûts de l'énergie qui ne cessent d'augmenter. Alors là, plus il y a la géopolitique ou encore, je le disais en commençant, au manque de production pour diverses raisons. On a plusieurs réacteurs nucléaires à l'arrêt en France. Ça nous amène aussi à repenser notre façon de consommer l'énergie, mais aussi de la produire. Est-ce qu'aujourd'hui, les énergies vertes, ce qu'on appelle les énergies vertes, vont suffire, ou est-ce qu'il va falloir imaginer, là encore, d'autres systèmes pour produire de l'énergie? On pense à l'hydrogène aussi. Alors, je vais être un peu redondant, mais j'insiste bien, il faut d'abord ne pas moins en consommer avant de penser à en produire. Et c'est vrai que c'est un petit peu la tendance du moment où tout le monde veut se lancer dans du panneau photovoltaïque, dans l'éolien, il y a un engouement. Il y a un engouement, l'hydrogène, vous en parliez. Oui, très bien, je ne suis pas contre, et bien au contraire, mais il faut d'abord penser à réduire notre consommation. Et une fois justement qu'on a réduit la consommation d'un bâtiment, on va dimensionner l'appareil ou le système qui va nous permettre de chauffer le ou les bâtiments. Alors effectivement, il y a le photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a un véritable engouement. J'ai un petit peu peur qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a une
14, 15 ans, où on a eu, au bout d'un moment, on a eu un moratoire. Là, voilà, le souci, c'est qu'on va importer des panneaux qui viennent pas forcément d'Europe. Et c'est pas bon pour le climat, non? Voilà, il y a le côté un petit peu pervers de la chose. On a un engouement massif en ce moment, mais on n'a pas forcément la production de panneaux qui va en face sur notre territoire. D'une part, et puis pas aussi forcément les gens formés pour poser ces panneaux et les suivre et les entretenir. Donc ça, c'est une autre problématique. L'éolien fait partie du mix énergétique, ça c'est incontournable aujourd'hui. Voilà, en Bretagne, on a une terre de vent, donc c'est une source d'énergie comme une autre. Et vous parliez de l'hydrogène. Alors l'hydrogène est un vecteur énergétique et non pas une énergie en soi. Et effectivement, c'est un des sujets sur lesquels travaille l'agglomération, mais pas que l'agglomération, puisque nous sommes en partenariat avec la CCI des Côtes-d'Armor, la Banque des Territoires et le SDE 22. Voilà, alors sachant quand même que l'hydrogène, c'est très consommateur d'énergie électrique en particulier, parce qu'il faut le produire, la produire cette énergie, cet hydrogène. Alors justement, notre modèle au niveau des Côtes-d'Armor est assez unique en France, à plein d'égards, dont celui de la production, puisque nous travaillons à uniquement utiliser des énergies renouvelables, à savoir photovoltaïque et éolien principalement, et éventuellement de l'hydroélectricité également. Donc voilà, donc de l'hydrogène vert, si vous me permettez. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement la façon dont on a travaillé. Alors il reste aussi les passoires énergétiques. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Ici, dans les Côtes-d'Armor, plus largement en Bretagne et un peu partout en France, on a beaucoup de logements qui datent aussi d'une certaine époque. Souvent aussi des ménages précaires qui habitent ces logements, qui n'ont pas forcément les moyens d'isoler, qui vont être les premiers touchés et par cette précarité énergétique et aussi par les coûts de l'énergie. Est-ce qu'il va falloir à un moment que les collectivités lancent un vaste programme, alors en concertation évidemment, on sait qu'il y a des aides gouvernementales, mais qui ont tendance un petit peu à fléchir. Est-ce qu'il va falloir que les collectivités recensent par exemple ces logements et apportent des aides? On a déjà recensé beaucoup de passoires énergétiques, dans le sens où sur le territoire de Saint-Brieuc comme celui de Lamballe et bientôt la Farmor Communauté, nous avons l'ALEC qui est présente depuis 2010 sur le territoire. Tous les ans, c'est quasiment 2000 ménages qui sont aidés ou reçus dans les bureaux, et puis un suivi de leur consommation, suivi dans leur devis, et puis voilà, on a des partenariats avec les bailleurs sociaux également. Donc là, mais la précarité énergétique, elle est présente depuis longtemps, elle va effectivement s'intensifier. Il y a plein de gens qui n'étaient pas dans cette position-là et qui vont voir leur facture effectivement doubler, quadrupler dans certains cas. On se pose la question quand même de savoir jusque quand l'énergie va augmenter. Parce qu'on dit forcément elle va augmenter. Mais il y a un moment, même si on est très, très isolé, si j'ose dire, je parle d'isolation thermique pour le coup, comment fera-t-on si on ne peut pas payer l'énergie? Ça va être une vraie problématique. Aujourd'hui, à titre personnel, j'estime que j'ai pas de visibilité pour être devant en matière d'énergie. La situation actuelle, on l'avait tous à un moment ou un autre un petit peu pensé, aussi importante, pas sûr. Pour autant, on estime aujourd'hui globalement le prix du mégawattheure pour les collectivités. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est à peu près 65 € le mégawattheure. On estime que dans 4-5 ans, 3-4 ans, le prix du mégawattheure ne descendra pas de toute façon en dessous de 150 € du mégawattheure. Donc de toute façon, la facture va au minimum tripler par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et pour très longtemps. Mais encore là, pendant 2-3 ans, nous allons avoir des factures certainement fois 5, fois 8, peut-être dans certains cas. Ce qui peut mettre des petites communes en difficulté. On a vu certains maires qui ont un petit peu lancé la fronde en disant « moi je ne paie plus mon électricité parce que je ne peux pas ». Tout simplement. Ça va poser des problèmes à un moment. Ça va poser de vrais problèmes, et effectivement ça va aussi poser des soucis des soucis de service public, parce que peut-être certaines collectivités ne pourront pas continuer d'ouvrir certains bâtiments. On pense aux piscines, on pense aux piscines, on pense aux patinoires, on pense au chauffage dans les salles de sport aussi l'hiver. Donc il faudra aussi que l'ensemble des associations, il y a une collaboration entre les associations et les collectivités pour être
sur la même longueur d'onde, que les collectivités puissent continuer quand même un minimum d'ouverture de ces infrastructures. Et il fera de la compréhension dans les deux sens. C'est difficile de faire passer l'idée. La pédagogie, c'est dur des fois sur le terrain. Là, c'est de la pédagogie qui est un petit peu subie assez rapidement, parce que même si je disais tout de suite, on y a tous pensé, mais maintenant il faut agir. Maintenant on est dans le dur. Là, on est dans le dur, là. Et ça, c'est plus compliqué, effectivement. Ouais. On parlait de changer les habitudes tout à l'heure. Aujourd'hui, on est tous tributaires de notre téléphone portable, de notre tablette, de notre ordinateur. Nous-mêmes à la radio, ici, on a plein d'ordinateurs. Voilà, alors il va falloir faire les petits gestes, éteindre les écrans, éteindre les ordis, peut-être penser à charger son téléphone, à défaut de le changer, mais à charger son téléphone à des heures peut-être un peu plus creuses. Voilà, on a toute une éducation à la consommation électrique aujourd'hui, si on ne veut pas manquer d'électricité cet hiver. C'est ce qu'on appelle les éco-gestes, et c'est vrai qu'il y a des choses toutes bêtes. Moi, quand je parle avec les gens, quand on leur pose la question, vous avez combien d'appareils électriques chez vous? Les gens ne savent pas, une quinzaine, vingtaine. Et quand on leur dit en moyenne, un ménage moyen breton, c'est à peu près 100 appareils électriques dans la maison, et les gens sont surpris. Non, ils ont la perceuse électrique, ils ont la meuleuse, ils ont des fois en double beaucoup de matériel portatif à batterie. Alors évidemment, comme le téléphone, faut charger, on charge à fond la batterie, bien entendu, mais on s'en sert qu'à 15%. Et le reste, elle va rester 3 mois à se décharger. Et voilà. Alors, à sa propre échelle, on dit c'est pas grand chose, mais on multiplie cela par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, et sur un territoire, effectivement, ça peut changer la donne, quoi. Alors on parle de gestes écologiques avec l'arrivée des voitures électriques. Alors même si on pourrait peut-être en discuter au niveau des batteries, il y a tout un débat autour de ces fameuses batteries, mais aujourd'hui on encourage. Il s'agit de regarder les chaînes de télévision, on a bientôt plus que des publicités pour les voitures électriques. Il y a un moment, si tout le monde a sa voiture électrique, ce sera peut-être bien pour la planète, mais on va se retrouver quand même à consommer beaucoup plus d'énergie. Comment on va faire? C'est une grande question. Alors moi, je me pose la question, est-ce que c'est la bonne question d'ailleurs? Est-ce que tout le monde doit encore avoir sa voiture aujourd'hui? La voiture électrique est une transition parmi tant d'autres, mais effectivement, il va falloir repenser nos moyens de mobilité, avoir plus de transport public, le train, les bus, il va falloir l'autopartage. On voit que dans les collectivités aujourd'hui, il y a une réelle volonté de mettre en place, de mettre en avant ces transports collectifs. La Bretagne est assez en pointe sur le sujet. Oui, tout à fait, mais pour autant, chacun aime à avoir sa propre voiture. Là, en venant à Quessoy ce matin, il y avait un petit bouchon juste avant, là. Je regardais sur une cinquantaine de voitures. Je ne sais pas si j'ai vu 2 ou 3 voitures avec 2-3 personnes dedans. Tout le monde était seul, moi le premier d'ailleurs. Mais voilà, on est quand même très dépendant de notre voiture. Ça prend de la place, ça prend aussi de la place dans les infrastructures, parce que on oublie on n'oublie pas en tant qu'élu, mais on sait que la Bretagne va être une terre aussi de migration climatique, donc on sait qu'on va augmenter en population dans les années à venir, même fortement. C'est quasiment l'équivalent de presque les Côtes d'Armor qui devraient arriver sur notre territoire breton dans les 25 ans à venir. Donc on va avoir une densification, et donc comment on fait pour accepter tout le monde avec une voiture? Ça sera juste pas possible. Donc on ne pourra pas multiplier les routes, on ne pourra pas multiplier les infrastructures. Qui ont un coût aussi d'entretien. Qui ont un coût d'investissement, qui ont un coût d'entretien, et puis qui ont un impact aussi environnemental non négligeable. Donc c'est toute cette réflexion il faudra qu'on travaille, et il faudra qu'on fonctionne et qu'on vive différemment. Et c'est la même chose pour les maisons. La maison individuelle, aujourd'hui, avec plantée dans un milieu de 700 mètres carrés, où on a sa maison dans le milieu, rien que pour soi, je sais très bien, mais je pense que voilà, il faudra qu'on revoie ces modes d'habitat aussi. Alors on a le sentiment, en vous écoutant, Jean-Marc Labbé, que cette nouvelle génération d'élus qui arrive aujourd'hui, ou qui sont là déjà depuis quelques temps, cette nouvelle génération d'élus a une vision beaucoup plus, j'allais dire, fine de l'environnement. On a l'impression que pendant des années, l'environnement, oui, on faisait attention, mais c'était un peu une variable d'ajustement. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand même rentré dans la réflexion au niveau des élus, et qu'il y a une volonté d'agir. Est-ce qu'il y a les moyens d'agir? Parce qu'il y a aussi le problème des investissements, on en parlait à l'instant. Est-ce qu'il y a des moyens d'agir? Alors oui, il y a des moyens d'agir. Déjà, c'est de bien
concevoir les dossiers dès au départ quand on investit, c'est justement, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est d'investir par le prisme de l'impact environnemental de nos actes, d'une part sur l'investissement, mais aussi sur le fonctionnement. Et donc, quelque chose de basique, pour une commune, moi j'ai été élu en 2008 avec Armel Botorel et elle m'avait demandé de travailler sur l'arrêt des produits phytosanitaires. J'ai une formation horticole, ça aide. Et donc on a travaillé, en 2012 on a arrêté les produits phytosanitaires. On a réduit également drastiquement nos espaces de tonte, donc moins de gasoil dans la tondeuse. On fait du mulching, donc on ramasse plus depuis très longtemps, on ne ramasse plus l'herbe par exemple. Et donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là, c'est des éco-gestes aussi pour les collectivités et qui réduisent la facture. L'éclairage public, on en parlait, réduire les intensités, réduire les plages d'éclairage. Souvent, l'argument que l'on trouve contre l'éclairage public, c'est la sécurité. C'est vrai. Faut pas oublier que les vols, ils ont lieu en 60% en l'après-midi, je crois, enfin, ou du moins en journée. Donc voilà, il faut raison garder quand même par rapport à ça. Et puis comme on fait en campagne, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas forcément plus de vols non plus. Alors il y a une question qui se pose, hein. Là on en est dans une époque assez morose, je vais y mettre une petite pointe d'humour dans cette époque morose. On n'est pas encore à Noël, hein. On a encore un petit peu de temps, mais il y a beaucoup d'élus qui réfléchissent et qui se disent, finalement moi je ne vais pas allumer mes guirlandes à Noël ou très peu pour économiser. Est-ce que la Méogon sera illuminée à Noël? Voilà, c'est ça la question. Ça fait 15 ans qu'on n'a plus que 2 guirlandes. Une sur la mairie, une sur la salle des fêtes. Donc voilà, donc en termes de sobriété, je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. C'est des guirlandes à LED, on peut les éteindre. Voilà, c'est pas le choix que l'on a fait récemment en conseil municipal. La consommation, ça va être peut-être une vingtaine, 25 €, peut-être 30 € sur les plages. Elles sont allumées 2 heures dans la journée, enfin dans la journée, la nuit, en début de soirée. Et voilà, donc on est on est déjà, enfin voilà, ça fait une quinzaine d'années qu'on a déjà anticipé les choses. Voilà, vous avez déjà anticipé, mais on a aussi des villes qui illuminent beaucoup. Est-ce que là aussi c'est un changement des habitudes, une forme de sobriété? On en parlait en commençant. C'est une forme de sobriété, et en plus on est sur ces guirlandes, en plus beaucoup sur des produits manufacturés en Chine, non recyclables ou très compliqué de les recycler parce que c'est du plastique qui est collé, assemblé avec du petit LED. Alors quand c'est du LED, mais quand même sur les anciennes guirlandes, c'est des matériaux qui sont quand même très compliqués à recycler. Donc voilà, donc on n'était pas forcément dans la sobriété, on était justement dans cette société un peu consommatrice et incitative. Non, je pense qu'il y a plein de choses. Nous, à la Méogon, on a depuis longtemps travaillé avec le centre de loisirs. Ils font des décorations en bois, et avec devant les commerces, devant les maisons, devant l'école, enfin voilà, il y a plein de petites choses dans les espaces verts. On s'est même fait voler parfois, mais c'est dommage. Mais voilà, non, il y a plein de façons de repenser Noël. On a un partenariat également avec l'EHPAD où on leur fait faire des petites choses aussi à Noël. Donc voilà, Quintin, je sais, a également cette philosophie aussi de faire travailler l'EHPAD pour faire des décorations de Noël. Donc voilà, il y a plein de façons de repenser justement la relation sociale et les décorations de Noël, je pense. Alors là, on va s'éloigner un peu de la crise énergétique, mais pas tellement finalement, parce qu'on s'aperçoit, et vous le dites à l'instant, Jean-Marc Labbé, que finalement cette crise va amener peut-être les gens à plus de solidarité, à plus regarder le voisin, donner le coup de main, essayer de faire des choses ensemble, ce qu'on avait un peu oublié. Oui, c'est à espérer. Alors nous, sur la Méogon, par exemple, on est en train de lancer un collectif pour faire des achats groupés. On va essayer de faire des achats, donc ça va être lancé courant novembre, faire des achats groupés à la fois sur l'achat de l'électricité, sur l'achat du gaz, du bois pellet, du bois bûche, de vélos électriques et de panneaux solaires. Donc voilà, donc on a essayé et des mutuelles également. Donc voilà, essayer de créer du lien pour essayer de partager aussi. Puis le but c'est de mettre des gens en relation. Ils vont échanger sur leurs pratiques, en disant moi je fais ci, moi je fais ça, et donc
pousser à la réflexion de chacun. Donc ça, voilà, si ça peut générer un petit peu de lien social, c'est une bonne chose. On va pas noircir le tableau parce qu'aujourd'hui c'est quand même pas quelque chose de très rose, mais justement avec ces petites initiatives, on voit par exemple aujourd'hui beaucoup de jeunes qui s'engagent pour la cause climatique et qui font beaucoup de choses. Ils s'engagent pas toujours en politique, mais ils s'engagent pour justement essayer d'avoir des initiatives, essayer de faire des choses. Ils sont souvent très technophiles, la technologie arrive souvent aussi à apporter le petit coup de pouce. Est-ce que selon vous c'est l'avenir, c'est une voie qui peut se tracer justement avec cette nouvelle génération? Je dirais que, moi j'ai des enfants qui ont 20 ans et 17 ans et 14 ans, ils n'ont pas forcément le même prisme que nous. Je me sens des fois à la quarantaine un petit peu vieux là-dessus. La notion de propriété par exemple, elle n'est pas tout à fait la même. Ma génération et celle d'avant, on avait une maison, on a essayé de la garder pour très longtemps. On voit de plus en plus qu'une maison aujourd'hui c'est un parcours résidentiel. Elle correspond à un besoin. Voilà, j'ai besoin d'une grande maison parce que je vais avoir 2-3 enfants et après on va quitter la maison ou avant d'avoir les enfants, on va être sur de l'habitat mobile ou pas forcément se fixer. Donc le sens du partage aussi dans les véhicules, la mobilité à vélo. On sent quand même que la nouvelle génération est pas tout à fait sur les mêmes prismes que la nôtre. À ce titre-là, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, le monde évolue. On va devoir se quitter, Jean-Marc Labbé, parce que le temps tourne. Là, c'est immuable. On ne peut rien faire contre l'horloge. Jean-Marc Labbé, maire de la Méougon, dans les Côtes d'Armor, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, en charge de l'énergie et de la transition écologique, et bien d'autres charges en plus. Vous les avez entendues au cours de cet entretien. Merci d'être venu en direct ce matin. Alors, seul dans votre voiture, mais écoutez, vous pouvez ramener le technicien quand il aura fini. Voilà, ça c'est toujours le petit clin d'œil. Merci en tout cas d'être venu en direct au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée à toutes et à tous également. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.